Je pensais que je pourrais enfin laisser le passé derrière moi après l'accident tragique de ma femme, mais je ne savais pas que la découverte glaçante dans sa voiture allait tout changer. Ce que j'ai trouvé m'a fait sombrer dans un sombre chemin de trahison et de tromperie, ébranlant le noyau même de mon existence. Je me tenais au bord de la tombe, observant le cercueil descendre dans la terre. Les sons étouffés du trafic et les conversations discrètes des amis et de la famille partant remplissaient l'air alors que nous disions au revoir à ma femme, Rose. Mes enfants adultes, Alexander et Chelsea, étaient de chaque côté de moi. Nous nous sommes étreints, partageant notre chagrin. Je sentais leur corps trembler alors qu'ils pleuraient silencieusement avec moi. Malheureusement, leur douleur semblait plus profonde que la mienne. Je me suis avoué que, dans ces circonstances malheureuses, je ressentais un sentiment pervers de soulagement. Au moins de cette façon, j'étais épargné de l'angoisse et de la tension financière d'un divorce. Tu pourrais demander, pourquoi un divorce? En effet, la nuit où Rose a péri dans un accident de voiture, j'ai découvert que j'étais marié à une épouse infidèle. J'ai soupiré, me remémorant la joie de nos premières années et la spirale descendante que notre mariage avait prise au cours des 2 dernières années. Rose et moi nous étions courtisés tout au long de ma dernière année de lycée et de ma première année à l'université. Nous avions forgé un lien profond. Pendant notre premier semestre à l'université, nous avions failli gaspiller nos bourses en raison de notre compagnonnage constant. Bien que nous résidions dans des dortoirs séparés, nous arrivions à être ensemble presque tous les soirs. Hélas, le moment opportun pour que Rose reprenne ses études ne semblait jamais arriver. Enfin, lorsqu'Alexander était en première année et Chelsea en terminale, Rose est retournée à l'université. Elle s'y est sentie comme un poisson dans l'eau. Comme si elle n'avait jamais abandonné, elle s'est plongée tête la première dans ses cours et a malheureusement décidé de vivre pleinement l'expérience universitaire. Elle s'est liée d'amitié avec des personnes un peu plus jeunes qu'elle, jusqu'à l'âge de nos enfants. Si elles étaient des gens bien, elle les acceptait dans son cercle d'amis. À mesure qu'elle s'immergeait de plus en plus dans la vie sociale de l'université, elle a commencé à changer. Elle n'était plus ma tendre épouse au foyer. Elle a commencé à me traiter avec mépris et à s'énerver lorsque je me plaignais de ses sorties fréquentes le soir. Elle rentrait de plus en plus tard, était souvent ivre et ses vêtements étaient en désordre. Rose est devenue distante et rejetait les sorties sociales avec nos amis ou mon travail. Bien sûr, elle avait une raison de rentrer tard les soirs de semaine et aussi les soirs où elle avait des cours. Selon elle, elle devait étudier à la bibliothèque, elle avait un cours du soir, et ensuite elle et ses amis allaient dans un endroit du coin pour discuter du cours. Elle avait besoin de se détendre, etc. Je suppose que j'étais comme la plupart des cocus. Je n'ai tout simplement pas remarqué les signes d'une salope infidèle. Tout ce que je savais avec certitude, c'est que notre vie a commencé à décliner environ 1 an après son retour à l'université. Elle avait toujours une excuse. Trop fatiguée, mal de tête, devait me lever tôt le lendemain, et ainsi de suite. Je m'amusais avec elle 1 fois par semaine si j'avais de la chance, et puis c'était comme si c'était juste un service qu'elle me rendait. Littéralement, mon monde s'est effondré jeudi soir. Rose avait un cours du soir qui était censé se terminer vers 21h20. Compte tenu de la distance qui nous séparait de l'université et du trafic, elle devait être rentrée au plus tard à 22h15. J'ai finalement cédé et suis allé me coucher sans elle à 23h30. Bien sûr, j'étais en colère. Elle m'avait promis qu'elle arrêterait de sortir avec ses amis, qu'elle rentrerait plus tôt. Tché. La sonnette m'a réveillé à 1h20. À peine avais-je atteint la porte que quelqu'un a commencé à y frapper. D'accord, d'accord. Ai-je crié, attrapé mon pantalon, allumé la lumière de la chambre et me suis dirigé péniblement vers le salon. Qui est là? Ai-je demandé. Enfin, j'ai atteint la porte et l'ai ouverte. J'étais furieux, m'attendant à trouver ma femme ivre qui voulait rentrer et ne pouvait pas introduire la clé dans la serrure. Je me suis arrêté, choqué, quand j'ai vu un policier se tenant sur le porche de ma maison. J'ai regardé plus loin à travers la porte ouverte et j'ai vu une voiture noire et blanche garée dans mon allée. Le policier a tressailli, puis a demandé « Monsieur Roland ?»« Oui. Votre femme est Rose Roland ?» Lorsque j'ai acquiescé, l'officier a continué « Monsieur Roland,
J'ai bien peur d'avoir de mauvaises nouvelles pour vous. La fourgonnette dans laquelle se trouvait votre femme ce soir a été percutée par un semi-remorque. J'ai bien peur qu'elle et les 3 jeunes hommes qui l'accompagnaient aient été tués dans l'accident. Le conducteur du semi-remorque était visiblement ivre et a brûlé un feu rouge à grande vitesse. Excusez-moi, monsieur. Êtes-vous seul, monsieur? Ou y a-t-il quelqu'un que vous pouvez appeler? À ce moment-là, ma fille Chelsea est descendue les escaliers. Elle était vêtue d'un peignoir et se frottait les yeux de sommeil. Papa, qu'est-ce qui ne va pas? L'officier l'a regardé, puis a dit, Monsieur, je suis désolé. Si vous passez par le poste dans un jour ou deux, le rapport d'accident sera prêt. Nous aurons également besoin que vous examiniez le corps pour vérification dès que possible. Il a incliné son chapeau et a dit, Madame, je vais vous laisser tranquille. Encore une fois, je m'excuse. Je me tenais dans l'embrasure de la porte et regardais la voiture de police s'éloigner de mon allée. Je sentais les larmes couler sur mes joues, puis Chelsea m'a pris dans ses bras et m'a ramené à l'intérieur de la maison. Après lui avoir expliqué ce qui s'était passé, nous nous sommes assis ensemble dans le salon et avons pleuré. Nous nous sommes assoupis assis ensemble sur le canapé. Enfin, vers 6 heures du matin, je me suis réveillé et ai commencé à planifier les prochains jours. J'ai appelé mon fils à son appartement, puis les parents de Rose et les miens. J'ai également appelé la maison funéraire et organisé pour qu'ils viennent chercher le corps. J'étais toujours sous le choc, mais je commençais à reprendre un peu mes esprits. Avant de pouvoir réfléchir aux implications de la mort de ma femme, l'homme de la maison funéraire a appelé. Il a dit qu'il ne pouvait récupérer le corps qu'après que je l'ai identifié. J'ai appelé pour prendre rendez-vous pour voir Rose. Pendant que j'étais au téléphone, je me suis souvenu que l'officier avait dit que Rose était décédée en voyageant dans la fourgonnette. J'ai appelé la police pour m'assurer qu'elle n'était pas dans sa voiture. J'ai également demandé des nouvelles de son sac à main et de ses effets personnels. L'officier m'a dit qu'il n'avait aucun des effets personnels de Rose. D'après les dossiers, il l'avait identifiée provisoirement grâce au bracelet médical qu'elle portait. Après avoir identifié le corps de Rose, ma fille et moi sommes allés à l'université et avons cherché jusqu'à trouver la voiture garée de Rose. J'ai donné à Chelsea la clé de secours. J'ai attendu qu'elle démarre la voiture et je l'ai suivie en direction de la maison. Une fois rentrés à la maison, Chelsea et moi avons fouillé l'intérieur de la voiture, à la recherche du sac à main et des livres de Rose. Ne les trouvant pas, nous avons ouvert le coffre et découvert plusieurs objets, dont beaucoup n'auraient pas dû s'y trouver. Le sac à main de Rose était soigneusement posé dans le coffre, sur la robe soigneusement pliée qu'elle avait portée en cours la veille au soir. En ouvrant le sac à main, j'ai découvert plusieurs préservatifs non utilisés. Plus tard dans la journée, pour passer le temps, j'ai commencé à nettoyer la voiture et j'ai trouvé 3 préservatifs usagés sous le siège avant. J'ai commencé à être frustré, voire en colère. Parfois, Chelsea va à l'université en voiture au lieu de son petit camion. Ma première pensée a été qu'elle recevait un de ses amis dans la banquette arrière. Je suis sorti de la voiture, preuve à la main, et j'ai crié « Chelsea, viens ici une minute, s'il te plaît ». Quand Chelsea est entrée dans le garage, les yeux encore rouges de pleurer, je me suis retourné vers elle et j'ai grogné. « Comment expliques-tu cela ?» Je l'ai vue devenir pâle puis rouge alors que je continuais à parler. J'ai pensé « Non, j'ai espéré qu'on t'ait éduqué mieux que ça. Tu sais que ce n'est pas la meilleure méthode de contraception. Je sais que ta mère t'a dit à quel point tu pourrais avoir des ennuis en les utilisant. Comment as-tu pu prendre ce risque ?» Chelsea est restée à me regarder, choquée, puis son visage s'est décomposé et elle s'est remise à pleurer. À travers ses larmes, je l'ai entendu dire « Papa, comment as-tu pu penser que je ferais une chose pareille? Tu me dis que ce ne sont pas les tiens? Tu as emprunté la voiture le week-end dernier. Qui d'autre aurait pu ?» J'ai senti mon estomac se nouer et j'ai eu la nausée. J'ai arrêté de parler et j'ai regardé ma fille. Elle me regardait dans les yeux et j'ai vu que la même pensée l'avait également effleurée. Sa main est montée à sa bouche et elle a rougi de nouveau. « Oh » a-t-elle dit, « oh non, non, papa, ça ne peut pas être. » Peut-être que c'était Alex. Il utilise parfois la voiture de maman.
Le reste de cette journée et du lendemain ont été remplis d'appels téléphoniques et de visites de la famille et des amis. Nos proches venus de loin ont commencé à assister au service. J'ai finalement appelé le commissariat de police et j'ai appris que le rapport d'accident était prêt. J'ai dit à ma famille que j'allais le chercher et c'est alors que Chelsea a relevé la tête de sa conversation. « Attends, papa, je viens avec toi. » J'ai commencé à lui dire non, que je voulais être seule, mais elle a continué à parler, ne me laissant pas finir. « Non, papa, j'y vais. Tu n'as pas besoin de faire ça tout seul et puis. » Bien, quand nous sommes arrivés au commissariat et avons expliqué à l'agente pourquoi nous étions là, elle a eu un air triste. Elle s'est retournée et s'est dirigée vers le classeur dans la salle arrière. Elle a pris une enveloppe du dossier et est revenue vers la fenêtre. Elle a posé l'enveloppe sur le comptoir et a passé sa main dessus. Elle a regardé mon visage et a dit « Monsieur l'agent Roland, je ne sais pas dans quelle mesure on vous a informé de cet accident, mais… » Elle a pris une grande inspiration, a expiré, puis a continué. « Vous ne devriez vraiment pas consulter ce rapport à moins d'en avoir besoin. Laissez simplement partir votre femme et gardez les bons souvenirs. Je suis désolé, monsieur. » Je suis resté un moment perplexe, puis j'ai arraché le rapport de sous sa main. « Merci, l'agente. Nous avons eu des problèmes, mais nous nous aimions profondément. Bien sûr, nous aurons de bons souvenirs de notre vie avec Rose. » L'agente m'a lancé un regard douloureux et s'est retournée vers son bureau pendant que Chelsea et moi sortions du commissariat. En montant dans mon camion, j'ai pris un moment pour ouvrir le rapport. La première chose que j'ai vue était une pile de photos. La fourgonnette était un amas de ferraille avec la cabine du semi reposant dessus et le pare-choc avant juste à l'endroit où aurait dû se trouver le siège central. J'ai détourné mon regard vers la photo suivante et j'ai pris une inspiration. Mon estomac s'est contracté et j'ai laissé échapper un profond sanglot. Chelsea s'est tournée vers moi et a demandé « Papa, qu'est-ce qui s'est passé ?» J'ai secoué la tête et j'ai essayé de remettre les photos dans l'enveloppe. Je pleurais tellement fort qu'il était difficile de respirer. J'ai senti mon estomac se crisper et j'ai commencé à sentir mon petit déjeuner remonter. J'ai laissé tomber l'enveloppe et j'ai juste eu le temps d'ouvrir la porte avant que mon estomac ne se vide sur le parking. Oh non, j'ai entendu Chelsea gémir. J'ai fini de vomir et me suis essuyé la bouche avec le dos de ma main. Je me suis retourné vers le camion juste à temps pour attraper ma fille quand elle m'a serré dans ses bras et a commencé à pleurer. Maintenant, nous savions pourquoi la robe de Rose était pliée dans le coffre de sa voiture. Les photos et le journal avaient toute l'histoire sordide écrite dessus. Nous avons finalement conclu qu'elle gardait les vêtements dans le coffre au cas où elle se salirait ou quelque chose du genre. Maintenant, je connaissais la vérité. Elle était salie, mais pas de la manière que j'avais supposé. Il n'y avait aucun signe de crime. Rose semblait être entrée volontairement dans la fourgonnette avec les hommes. Au début, la police a suggéré que Rose aurait pu être forcée d'entrer dans la fourgonnette. Mais l'enquête a trouvé plusieurs témoins qui l'ont vue partir avec les 3 jeunes hommes. Apparemment, ils ont quitté la salle de classe pendant la récréation en plein cours. Notre famille a d'abord été dévastée par la mort de Rose et maintenant encore plus par son comportement promiscuité. Je savais qu'elle était malheureuse dans sa vie, mais je n'avais aucune idée qu'elle était devenue une prostituée. Quand j'ai pensé à son comportement, j'ai eu peur pour ma propre santé. Je ne savais pas depuis combien de temps elle couchait avec d'autres, et j'avais peur qu'elle m'ait transmis une maladie. J'ai pris note de me faire dépister immédiatement pour les MST. Heureusement, je n'avais pas à m'inquiéter pour mon travail. J'avais une petite entreprise de construction, donc je n'avais pas à beaucoup m'inquiéter du travail. J'avais une bonne structure de gestion, et mes amis au travail m'aidaient à faire le travail correctement et à temps. En quelques semaines, j'étais un désastre. J'étais en colère et je m'en prenais à tout le monde. J'étais tellement en colère contre ma femme et les 3 gars qui s'amusaient avec elle que je criais parfois, souhaitant qu'ils soient en vie pour leur faire plus de mal. Bon sang, l'un d'eux n'avait que 19 ans. Il était plus jeune que notre fils. Les autres étaient dans la vingtaine. Je voulais faire du mal à quelqu'un, mais je ne pouvais pas le faire car ils étaient tous morts. J'ai repoussé le moment d'aller chez le médecin pour faire un test de MST car j'avais honte de le faire. Finalement, mes enfants ont pris rendez-vous pour moi et m'ont emmené chez le médecin.
Après que les résultats du test soient revenus, j'ai découvert que j'avais la gonorrhée. Je sais que j'aurais dû me faire dépister dès que j'ai pensé être malade, mais je ne l'ai pas fait. Cela faisait si longtemps que Rose m'avait permis de le faire avec elle que j'étais retourné à mes vieilles habitudes. Un jour, environ 3 semaines après les funérailles, j'étais assis dans mon salon en train de boire et de relire le rapport d'accident. J'avais envie de faire payer à quelqu'un ma douleur, et puis j'ai eu une idée. Je ne pouvais pas faire payer à ma femme prostituée ou à ses amants, mais je pouvais m'en prendre à la compagnie de camionnage pour m'avoir privé de cette opportunité. J'ai décidé de voir si je pouvais les poursuivre en justice. Lorsque j'ai contacté l'avocat, il était presque hilar de joie. Il semblait que cette entreprise avait l'habitude d'embaucher des chauffeurs incompétents. Ils avaient un historique d'accidents et d'infractions au code de la route. Il pensait que cela aiderait dans toute action en justice que nous engagerions contre eux. Je lui ai dit de déposer une plainte et c'est ainsi que nous avons commencé. Bien sûr, comme c'est souvent le cas dans ces affaires, le procès a traîné en longueur, mais a finalement pris fin. Près de 2 ans après l'accident, j'étais presque 3 millions de dollars plus riche, même après que l'avocat ait pris sa part de 30%. Ma vie était toujours un désastre, mais au moins j'avais maintenant les moyens de construire une très belle maison. La vie était horrible. Je n'aimais plus mon travail, et je ne pouvais plus rester dans la maison que ma femme et moi avions construite pour nous. J'ai finalement décidé de tout laisser tomber et de partir. Je sais que je fuyais mes souvenirs et ma douleur, mais peu importe. À la fin du mois de mai, mon fils a obtenu son diplôme en gestion de la construction. Il travaillait déjà à temps partiel pour l'entreprise depuis plusieurs années, et j'ai décidé de lui confier la gestion quotidienne. Je lui ai permis, ainsi qu'à sa nouvelle femme, de vivre gratuitement dans ma maison, à condition que la maison d'amis soit toujours à ma disposition. Ma fille avait son propre appartement au sous-sol. Elle avait pris place dans une pièce qui était autrefois destinée aux domestiques. Je lui ai clairement fait comprendre qu'elle pouvait continuer à vivre dans son appartement du sous-sol jusqu'à ce qu'elle décide de déménager. J'ai préparé des documents légaux qui détaillaient les arrangements de vie, l'emploi, le salaire, les responsabilités, et ainsi de suite. Je n'avais aucune idée de quand je rentrerais chez moi ou où j'irais, alors j'ai essayé de prévoir tout. Ma fille obtenait un diplôme en administration des affaires et travaillait également à temps partiel pour une entreprise, donc je me sentais en sécurité de partir. 3 semaines après avoir obtenu mon diplôme universitaire, j'ai chargé mon tout nouveau F250 Super Crew Power Stroke et j'ai pris la route. Je ne savais pas où j'allais, quand j'arriverais, ni combien de temps cela me prendrait pour y arriver. J'avais une petite caravane de 26 pieds avec tout ce dont j'avais besoin à l'intérieur. Je suppose que les hippies des années 1960 diraient que j'essayais de me retrouver. Je transportais ma petite moto de 650 cm3 sur un support que j'avais construit à l'arrière de la caravane. Comme c'était le début de l'été quand je suis parti, j'ai mis le cap au nord et j'ai roulé. C'était incroyable. Plus je m'éloignais de chez moi, plus je me sentais détendu. Le premier jour, j'ai conduit 12 heures, ne m'arrêtant que pour l'essence et autres nécessités. Le deuxième jour était pareil, et puis je suis arrivé à Rapid City, Dakota du Sud. Je n'y étais jamais allé et je suis tombé amoureux des Black Hills. J'ai trouvé un petit camping et je me suis installé. Chaque jour, je me levais pour voir le lever du soleil. Je prenais mon café tranquillement, profitant de la matinée, puis je prenais un petit déjeuner tardif. En milieu de matinée, quand il faisait un peu plus chaud, je partais faire une balade à vélo. Si je voyais un bel endroit, je m'arrêtais pour admirer la vue, ou je descendais le sentier pour l'admirer, ou je pédalais jusqu'à lui. J'ai fait de nombreuses balades pittoresques à vélo tout en profitant des Black Hills. J'aimais particulièrement la petite ville de Keston, Dakota du Sud. J'ai pris le train entre là-bas et Hill City plusieurs fois et j'ai bien exploré les deux villes. Il y avait aussi beaucoup de belles femmes là-bas. Plusieurs domaines vinicoles locaux produisent un vin exceptionnel. Peut-être en ai-je acheté et bu trop, mais peu importe. Le soir, je sortais dîner en ville ou dans un bar, où je cuisinais au camping et prenais un verre avec mes 3 compagnons. Moi et moi. Parfois, en me promenant dans le camping, je m'arrêtais pour discuter avec d'autres campeurs.
De temps en temps, quelqu'un s'arrêtait aussi chez moi. J'ai été surpris de voir combien de campeurs étaient des voyageurs réguliers. Beaucoup d'entre eux n'avaient pas de maison, juste des caravanes ou des camping-cars. Waouh! Ils avaient tous l'air si heureux. Nous échangions des histoires. Au début, je ne voulais pas parler de Rose, mais finalement j'ai juste dit que ma femme avait été tuée dans un accident de la route et que j'avais besoin de m'éloigner pour guérir. Bien des fois, on ne me demandait pas de détails sur elle et rarement sur mes enfants. J'ai passé 3 semaines dans ce camping puis j'ai décidé de partir. J'ai continué vers l'ouest sur l'autoroute I-90 et je suis arrivé dans une petite ville appelée Sturgis. Oh, vous en avez entendu parler? Eh bien, j'ai découvert que le rallye de moto allait bientôt commencer, alors j'ai décidé de rester. J'ai trouvé un bon endroit pour garer ma caravane et j'ai commencé à m'installer. J'y suis resté jusqu'à la fin du rallye et oh, quel plaisir j'ai eu. Au moment où le rallye battait son plein, j'avais appris à ignorer les commentaires sur la petite taille de ma moto. Bien sûr, je suppose que ma volonté de fournir de la bière à mes nouveaux amis et à quelques charmantes dames un lit pour dormir a également aidé. J'ai dû partir pour prendre une pause de toutes les choses que j'avais le temps de faire. Je me réveille encore en rêvant de toutes ces belles dames qui se pavanaient dans le camp en exhibant leurs attraits. Avais-je honte de mes actions? Oh, pas du tout. Je n'étais plus marié et autant que je sache, les dames avec qui je dormais ne l'étaient pas non plus. J'ai continué vers l'ouest sur l'I-90 et suis tombé amoureux du Montana aussi. Je suis resté plusieurs fois dans l'ouest du Montana, rencontrant à nouveau des gens merveilleux dans les campings. Un camping en particulier était particulièrement mémorable. Il était près de la petite ville de Rock Springs, située un peu à l'est de Missoula. Il y avait un festival des testicules là-bas. Il y avait des cow-boys, des cow-girls, des motards et leurs compagnes, et des gens ordinaires comme moi. Je n'y étais que pour une journée et une nuit. Pendant la journée, j'ai pu assister à un merveilleux concours de t-shirts mouillés. Je dois avouer que je n'ai rien fait d'autre que regarder ce soir-là. Le lendemain matin, j'ai repris la route et j'étais hors des montagnes en fin d'après-midi. J'ai décidé que je n'aimais pas vraiment le paysage à travers lequel je conduisais. J'ai enfoncé la pédale d'accélérateur et filé vers Seattle, Washington. Oh là là, j'ai passé un autre mois juste à faire du tourisme. Je me suis détendu sur la plage pendant quelques jours, puis j'ai fait de la randonnée jusqu'au Mont Rainier et me suis détendu à nouveau. Je reprenais des forces, oubliant ma douleur, et c'était génial. Finalement, j'ai décidé de descendre vers le sud et j'ai pris les autoroutes US 101. Si je voyais un endroit qui me plaisait, je m'arrêtais. Il m'a fallu encore 6 semaines pour arriver à San Francisco. J'y suis resté quelques jours puis j'ai continué vers le sud. Pour une raison quelconque, la Californie du Sud ne m'attirait pas. Il y avait beaucoup de belles femmes là-bas, et sur les plages, elles exhibaient leurs attraits pour que tout le monde les voie. Mais quelque chose dans leur comportement me laissait froid. Elles me semblaient sans intérêt et fausses, alors j'ai pris la direction de l'Est sur l'autoroute I-10. Oh là là! Ennuyeux! Cette partie des États-Unis se composait de kilomètres et de kilomètres et de kilomètres et de kilomètres. Je suis finalement arrivé dans l'une de mes villes préférées, San Antonio. Rose et moi avons vraiment apprécié le voyage en bateau sur la rivière, et même si j'avais des souvenirs, j'ai apprécié ma semaine là-bas. J'ai trouvé encore plus de délicieux plats et de belles femmes consentantes. J'ai rencontré une fille qui a rapidement conquis mon cœur. Elle était en partie latina et travaillait au camping où j'ai garé ma caravane. Elle m'a enregistré et, pour une raison quelconque, nous nous sommes très bien entendus. Le soir où je me suis enregistré, j'étais assis sous l'auvent de ma caravane et elle marchait dans la rue en maillot de bain 2 pièces. Toutes ses parties étaient exposées et elle était parfaite. J'ai deviné son âge. Environ 22 ou 23 ans. Il s'est avéré plus tard qu'elle avait 27 ans. Elle mesurait environ 1,70 m et pesait environ 57 kg. Ses cheveux noirs étaient presque aux épaules et son sourire illuminait la soirée quand elle m'a vu. La petite Chippy s'est approchée de moi et a dit « Que fais-tu dehors dans cette chaleur? Au moins tu devrais être dans la piscine et te rafraîchir. Je sais pertinemment qu'il fait bon et frais là-bas. Si tu n'aimes pas la piscine, beaucoup d'entre nous descendent à la rivière pour nager. »
La piscine est plus propre cependant. Je sais qu'il fait chaud ici, mais j'étais juste en train de profiter du paysage. Je vais probablement bientôt aller à la piscine. J'avais vraiment besoin de me détendre après ma journée. Allez, viens bientôt. L'eau est super là-bas, et il y a généralement des gens sympas avec qui discuter. Mary m'a souri doucement et s'est tournée vers le centre du camping, à la piscine, située à environ 75 pieds de ma place. Je me suis levé et suis rentré pour enfiler mon maillot de bain, puis je l'ai suivi à la piscine. Quand je suis arrivé, Maria nageait, cependant, dans la partie profonde de la piscine. Dans le petit bain se trouvaient 2 jeunes enfants avec une femme ronde que j'ai prise pour leur mère. Un couple plus âgé était assis à l'une des tables en train de lire. J'ai plongé dans l'eau et nagé 3 longueurs rapidement, puis je suis sorti et ai pris ma chaise longue. J'ai sauté dans l'eau et me suis installé sur la chaise. Elle a coulé sous mon poids de sorte que seules mes épaules et ma tête dépassaient de l'eau. En me penchant en arrière, j'ai ouvert ma bière et j'ai regardé Maria. Maria et moi avons discuté pendant plus d'1 heure avant qu'elle ne doive partir. J'ai appris qu'elle était la fille du propriétaire et venait d'obtenir son diplôme en gestion d'entreprise. Elle était mariée, mais son mari buvait et était volage, alors elle l'a divorcé. Elle était revenue chez ses parents pour les aider jusqu'à ce qu'elle décide de ce qu'elle voulait faire de sa vie. Ses parents étaient semi-retraités, et elle réfléchissait à savoir si elle voulait gérer une entreprise pour eux ou se lancer dans un autre domaine. Elle aimait l'atmosphère détendue du camp, mais le potentiel de gain était moindre qu'ailleurs. Au cours des 2 jours suivants, Maria et moi sommes devenus très proches. Elle était facile à aborder et très amusante. Je lui ai parlé de mon mariage et comment j'avais finalement laissé mon entreprise à mes enfants et avait disparu. Nous avons discuté de ses désirs et de ses rêves. Lors de mes sorties hors du camp, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de magasin ou de station-service à proximité. Outre le camp, qui était grand, il y avait plusieurs maisons à proximité. J'ai suggéré à Maria et à ses parents d'ouvrir un petit magasin qui vendrait du carburant. Mary s'est enthousiasmée pour l'idée, et nous avons discuté des études de faisabilité, de la recherche pour voir si l'idée était viable. Ce soir-là, quand nous avons quitté la piscine, Maria m'a suivi jusqu'à ma caravane. Je ne sais pas quand nous l'avons fait, mais en revenant chez moi, nous nous tenions la main. Maria m'a regardé et s'est rapprochée de moi. Nous nous sommes arrêtés devant ma porte et elle s'est tournée vers moi. Dans un état second, j'ai suivi cette belle créature dans ma maison. Maria a claqué la porte derrière nous et je ne sais pas comment c'est arrivé, mais nous nous sommes occupés de nos affaires. Je me suis réveillé le lendemain matin à l'aube. J'ai pris ma trousse de rasage, ma serviette et mon maillot de bain, puis je suis parti. Je suis resté parti environ 10 minutes, mais quand je suis sorti des toilettes, j'ai rencontré le père de Maria. Il avait l'air préoccupé et m'a arrêté. « Steve, as-tu vu Maria? Elle est partie à la piscine hier soir, mais elle n'est jamais rentrée. Ça ne lui ressemble pas. Sa mère et moi sommes inquiets, quelque chose lui est sûrement arrivé. » Oh mince, me suis-je dit. Je suis resté là, à le regarder fixement pendant 1 minute. Que pouvais-je dire à ce père inquiet? Je savais ce que je ressentirais si un de mes enfants, même aussi vieux que lui quand je suis parti de chez moi, ne rentrait pas ou ne donnait pas de nouvelles. J'ai entendu la porte de ma caravane se refermer derrière moi et j'ai vu le visage du père de Maria quand il l'a vue. Son regard s'est posé sur elle, puis sur mon visage. J'ai senti mes joues rougir. Maria s'est approchée de moi et a passé son bras autour de ma taille. « Papa, je suis désolé de t'avoir dérangé. Je ne suis pas sorti toute la nuit. Steve et moi nous sommes juste endormis et je n'ai pas eu l'occasion d'appeler ou de rentrer. » J'ai serré Maria dans mes bras et j'ai dit, « Mince, ça ne s'est pas bien passé. Maria, je suis vraiment désolé. Je ne sais pas comment arranger les choses. Tu aurais vraiment dû l'appeler ou rentrer chez toi hier soir. Maintenant, je suppose que je ferais mieux de partir avant que les choses empirent. Tu crois que je devrais lui parler? Non, Steve, c'est de ma faute. Je vais arranger ça. S'il te plaît, ne pars pas à cause de ça. S'il te plaît? » Maria est allée au bureau du camp où son père était parti. Je suis retourné dans ma caravane et j'ai préparé du café. Je me suis assis sur mon tapis et j'ai observé le bureau.
J'entendais des voix élevées et je croyais entendre Maria pleurer. Finalement, je n'ai pas pu supporter plus longtemps et je me suis dirigé vers le bureau. J'y suis entré et j'ai entendu Maria et ses parents parler dans la pièce à l'arrière. J'ai contourné le comptoir et suis entré dans la petite salle de repos. Les 3 membres de la famille ont levé les yeux quand je suis entré. Le père et la mère de Maria me fixaient en entrant. Maria avait l'air coupable et réprimandée. « Monsieur Hardy, je vous dois des excuses. Je n'avais pas le droit de. Je sais ce que je ressentirais si ma fille faisait quelque chose comme ça. Je n'ai tout simplement pas réfléchi et j'ai peur d'en avoir profité. J'ai laissé notre amitié et le besoin de compagnie de Maria prendre le dessus sur mon bon sens et mon honneur. S'il vous plaît, ne soyez pas trop dur avec Maria. J'ai payé pour une semaine ici, mais compte tenu de ce fiasco, je partirai dès que possible aujourd'hui. Veuillez me pardonner d'avoir causé autant de soucis à votre famille. Maria est une belle jeune fille et vous devriez être fiers d'elle. » Félicia a poussé un cri et s'est couverte le visage de ses mains. Elle a commencé à pleurer et a dit « Comment pouvons-nous être fiers de ce qu'elle a fait cette nuit ? Nous lui avons appris qu'on ne peut pas agir ainsi. » Monsieur Hardy a regardé sa femme, puis moi. Il a fait un pas vers moi et s'est arrêté. Il s'est tourné vers sa femme et l'a prise dans ses bras. J'ai senti mes joues rougir et j'ai présenté mes excuses une nouvelle fois. Non, je ne voulais pas dire ça. Oui, elle, nous avons agi précipitamment, mais ce n'est pas du tout ce que je voulais dire. Maria a un diplôme d'une bonne université. Elle est intelligente, éduquée et compétente. C'est une jeune femme admirable. Je suis sûr qu'elle se sent mal de vous avoir dérangé. Regardez la tristesse sur son visage. Mais soyez fiers de ses réalisations et pardonnez-lui, et pardonnez-nous d'avoir enfreint les règles. Maria s'est approchée de moi et a passé son bras autour de ma taille. Elle posa sa tête sur mon épaule et plongea son regard dans le mien. Les coins de ses yeux montraient de l'humidité. Elle se tourna de nouveau vers ses parents et dit « Maman, papa, je vous ai dit que j'étais désolée de vous déranger. Je ne voulais pas le faire, mais maman, je suis une femme maintenant et j'ai des besoins féminins. J'aime cet homme. Il est spécial et j'ai laissé mes émotions me dominer hier soir. Maman, tu sais qu'il n'était pas le premier. S'il te plaît, ne lui en veux pas pour ça. Je l'ai conduit dans la caravane et je l'ai eu avant qu'il ne le fasse. Je me suis précipité vers lui. Maria me sourit puis continua, « Il n'est qu'un homme, maman. » Il a fait ce que la nature avait prévu. Félicia poussa un soupir et rougit à nouveau. Monsieur Hardy nous regarda tous les deux, mais surtout Maria. Il baissa les yeux et dit, « Tu as raison, Maria. Tu es une femme maintenant et tu devrais vivre ta propre vie. Nous attendons juste plus d'attention de ta part tant que tu vis sous notre toit. Je n'aime pas que tu fréquentes autant, mais c'est ta décision. Juste à partir de maintenant, s'il te plaît, préviens-nous pour qu'on ne s'inquiète pas autant. » Monsieur Hardy se tourna vers moi et continua. « Steve, je ne peux pas dire que j'approuve ce que vous avez fait. Bon sang, tu pourrais être son père, pour l'amour du ciel. Comment te sentirais-tu si un homme de ton âge couchait avec ta fille? Cependant, il n'y a aucune raison de partir si tu ne veux pas. Ce qui est fait est fait. Je pense que ce serait mieux si je partais. » Je me retournai et commençai à partir, mais Maria me retint. Maria avait l'air surprise et dit « Non, s'il te plaît, Steve, ne pars pas maintenant. S'il te plaît, je veux te parler de business et juste reste quelques jours de plus. » Pour moi, j'ai cédé et suis resté une semaine de plus. Maria et moi avons discuté des projets pour l'entreprise et son avenir. Je n'avais jamais été aussi proche de ses parents, mais ils étaient polis avec moi. Monsieur Hardy aimait l'idée d'ouvrir un petit marché et une station-service. J'ai fait des suggestions pour le projet et j'ai passé beaucoup de temps avec Maria. Elle était très spéciale. Je me sentais plus vivant avec elle que je ne l'avais été depuis la mort de Rose. Au moment où j'ai décidé de quitter San Antonio, il commençait à faire frais chez moi. Non seulement je ne voulais pas rentrer chez moi, mais je ne voulais pas non plus retrouver le temps hivernal, alors j'ai décidé de continuer jusqu'en Floride. Le jour de mon départ, Maria pleurait. Elle s'accrochait à moi et faisait un spectacle en m'embrassant pour me dire au revoir.
J'ai même vu un peu de regret sur le visage de ses parents. Étrangement, j'avais du mal à avancer moi aussi. J'avais une carte de visite de l'entreprise qui avait leur numéro de téléphone, leur adresse e-mail et postale. Je savais qu'ils avaient mon numéro de téléphone et mon adresse e-mail, que j'avais indiqué sur la fiche d'inscription. Maria restait là à me regarder partir. Tant que le terrain de camping était en vue, je pouvais la voir si je regardais dans le rétroviseur. Je me retrouvais à nouveau à conduire sur l'autoroute I-10 en direction de l'Est. Cette fois-ci, au moins, le paysage n'était pas aussi désolé qu'à l'ouest de San Antonio. J'avais 5 jours avant de réserver un emplacement qui était gravé dans la pierre. J'en ai profité au maximum et j'ai pris une route tranquille vers l'Est. Vois-tu, j'avais quelques semaines de timeshare avec une entreprise qui possédait des complexes dans le sud-est. J'avais prévu de passer du temps dans ses propriétés, sinon j'aurais pu rester plus longtemps avec Maria. Je me prélassais au bord des piscines et me détendais dans les complexes, mais quelque chose me manquait. En me remettant, j'ai rencontré des gens sympas et j'ai apprécié de plus en plus de socialiser, mais la nostalgie des bons moments passés à San Antonio me manquait. J'ai continué vers le sud et j'ai finalement atteint les Florida Keys, pour finir à Key West. C'est tellement bondé là-bas que j'utilisais principalement mon vélo pour me déplacer. Je devais faire attention à l'alcool au volant, mais j'ai passé de nombreuses nuits dans les endroits branchés à proximité du parc de camping-car. J'ai également profité du service de bus. Je me suis lié d'amitié avec de nombreux employés de mes bars et restaurants préférés. Je me sentais presque chez moi car j'étais là depuis 3 mois. Mes enfants étaient contrariés que je ne rentre pas pour les fêtes, mais je n'en avais tout simplement pas envie. Je les ai invités chez moi, mais ils ont décliné. La veille de Noël, je me suis retrouvé dans mon restaurant et bar préféré, sirotant des margaritas et écoutant de la musique de Noël. J'avais déjà fini mon repas et je n'avais aucune envie de rentrer dans ma caravane solitaire. Il était déjà 20h30 et presque tous les clients étaient partis. Les employés avaient fermé tous les espaces et étaient en train de nettoyer, se préparant à fermer à 21h pour rentrer chez eux retrouver leur famille. Ma serveuse préférée m'avait attendu toute la soirée. J'ai remarqué qu'elle avait l'air presque aussi triste que moi. Elle s'est approchée de ma table et a dit « Dernier appel, Steve. Tu veux un dernier verre avant de rentrer chez toi ?» Je l'ai regardée et, sans réfléchir, j'ai répondu sans hésiter. J'ai vu une larme couler sur sa joue et j'ai tendu la main pour l'essuyer. Elle a tressailli quand j'ai essayé et s'est reculée. J'ai réussi à prendre sa main, à l'attirer vers moi et j'ai dit « Tu as l'air aussi triste que moi, Amanda. On dirait que tu as pleuré. Désolé de t'avoir effrayée. Je n'ai pas réfléchi. Je voulais juste essuyer une larme sur ta joue. » Amanda a tressailli quand j'ai dit ça, et les larmes ont coulé à flots. Je l'ai prise sur mes genoux et l'ai serrée dans mes bras pendant qu'elle pleurait. Son patron est sorti de la cuisine et s'est précipité vers nous. Il a attrapé Amanda et a dit « Bon sang, Steve. Que fais-tu à Amanda? Je pensais que tu étais un type bien. Maintenant, lâche-la et va-t'en avant que j'appelle la police. » J'ai lâché Amanda et j'ai commencé à me lever en disant « Hé, Sid. » Je ne voulais pas la contrarier. Je l'ai vue pleurer et j'ai demandé ce qui n'allait pas. Elle s'est mise à pleurer encore plus fort, alors je l'ai prise dans mes bras pour la réconforter un moment. Ne dramatise pas. Désolé. J'ai commencé à m'éloigner quand Amanda a dit en reniflant « Non, ne pars pas, s'il te plaît, Steve. » Elle s'est tournée vers Sid et a dit « Sid, il n'a rien fait. » On discutait juste et j'ai craqué. Je me suis apitoyé sur mon sort toute la soirée et, eh bien, tu sais pourquoi? Et quand il m'a demandé ce qui n'allait pas, Sid a dit « D'accord, Mandy, mais s'il te dérange, crie simplement. » Pourquoi ne pars-tu pas maintenant? Moi et les gars allons terminer ici. Essaie de passer un joyeux Noël. Répondit Amanda en reniflant. Joyeux Noël, Sid. Amanda regarda Sid retourner derrière le bar et le suivit. Ils discutèrent un peu. Puis il sourit et lui tendit une grande carafe de margaritas et 2 verres remplis de glace. Au moment où nous avions fini la moitié de la carafe, Amanda m'a parlé de ses larmes. Elle devait travailler tôt aujourd'hui et avait informé son petit ami de cela. Hier, elle avait accepté de travailler le soir pour l'une de ses amies.
L'amie voulait partir en vacances et voulait partir tôt. De l'argent a changé de main et elles ont échangé. Les quarts de travail. Amanda est allée à la plage pour se détendre, puis est rentrée chez elle pour se changer, manger un morceau et se rendre au travail. En arrivant chez eux, elle a trouvé son petit ami au lit avec 2 de ses amis. Bien sûr, elle s'est mise en colère et ils ont eu une dispute. Depuis qu'elle vit avec lui dans sa petite caravane, il l'a mise à la porte, a jeté tous ses vêtements dehors et a verrouillé la porte. Steve, a-t-elle continué. Maintenant je n'ai nulle part où aller et je ne gagne pas assez pour louer un endroit, même si j'en trouvais un le soir de Noël. Sid a dit que je pourrais dormir sur un lit de camp dans son garage pendant quelques jours, mais je ne sais pas ce que je ferai après. Je suppose que je devrais avancer. Peut-être retourner chez mes parents s'ils acceptent de me laisser rester chez eux un moment gratuitement. C'est un sacré coup, n'est-ce pas? Une femme de 33 ans court chez sa mère parce que les choses ne se sont pas passées comme prévu. J'ai surpris mon salaud de mari en train de tromper, j'ai divorcé et je me suis retrouvé sans rien. Puis j'ai trouvé un autre salaud trompeur comme petit ami et il m'a mis une raclée. Enfer, chaque homme que j'ai rencontré dans ma vie m'a fait du mal. Je ne sais même pas pourquoi je m'embête. J'ai réfléchi un moment à Mandy et à son problème. Finalement, j'ai soupiré et dit « Mandy, je n'ai pas beaucoup de place, mais tu peux rester avec moi un moment. Si tu veux, tu peux utiliser l'autre lit dans ma caravane. Ce n'est pas très grand, mais je pense que ce sera mieux que le lit de camp dans le garage. » J'ai ri et continué. Je pense que nous avons suffisamment en commun dans ce que nos camarades ont vécu pour nous soutenir mutuellement. En plus, tu as l'air d'être une fille assez sympa, et je détesterais te voir souffrir encore plus à cause de ce qu'un salaud t'a fait. Et crois-moi, je sais ce que tu ressens. J'ai dû parler un peu plus et convaincre un peu plus, mais cela et une autre carafe des excellentes margaritas de Sid ont convaincu Amanda de venir avec moi, du moins pour les fêtes. En partant, on pouvait encore entendre Sid bricoler dans la cuisine. Amanda lui a fait savoir que nous partions, et nous sommes sortis en titubant et avons marché dans la rue jusqu'à ma caravane. Je me souviens avoir eu du mal à mettre la clé dans la serrure, et Amanda a ri en me regardant. J'ai finalement ouvert la porte et lui ai montré le canapé, qui s'est transformé en lit d'appoint. Voici ton lit, Mandy. Les douches et les toilettes se trouvent dans ce grand bâtiment au centre du camp, où tu peux utiliser ma petite unité si ça ne te dérange pas d'être à l'étroit. En général, je l'utilise la nuit et j'utilise les installations du camp pendant la journée. Je suis allé me coucher et je n'ai plus rien su jusqu'à presque midi le jour de Noël. J'aurais probablement continué à dormir, mais j'ai été réveillé par ce maudit téléphone qui sonnait. J'ai hésité un instant, puis marmonné « Hello ». J'ai entendu Chelsea rire par-dessus le brouhaha des conversations en arrière-plan. D'une voix excessivement joyeuse, elle a presque chanté « Joyeux Noël, papa ». Comment vas-tu? Tu nous manques. Je me portais bien jusqu'à ce que tu me réveilles, ma chérie. Rire de nouveau. Te réveiller? Il est déjà midi. Pourquoi dormais-tu à cette heure-ci? J'avais oublié qu'Amanda était dans la caravane et je me suis dirigé vers la cuisine pour faire du café. J'ai levé les yeux et Mandy a rougi, détournant la tête. Merde, ai-je dit. Désolé. Clac. Je me suis retourné et suis retourné précipitamment dans la chambre quand Chelsea a demandé « Pourquoi t'excuses-tu, papa ?» C'est bon si tu fais une sieste. Désolé de t'avoir réveillé. J'ai bredouillé. Quoi? Rien, ma chérie. Je n'ai pas réfléchi, voilà tout. C'est bon. Je suis retourné dans la partie principale de la caravane et j'ai vu Amanda faire du café. Elle s'est retournée et m'a regardé, une légère rougeur est apparue sur son visage. Elle m'a fait un sourire gêné et a dit « J'imagine que tu avais oublié que j'étais là, hein? » Oui, désolé. J'espère ne pas t'avoir trop embarrassé. Papa, à qui tu parles? Je croyais que tu dormais encore. Papa, je suis désolé. Je ne voulais pas interrompre. Non, Chelsea, ce n'est pas ça. Une de mes amies s'est fait mettre à la porte et elle a dormi dans mon autre lit. J'ai juste oublié qu'elle était là. Je suis allé dans la cuisine pour faire du café et je l'ai surprise. Tu n'as rien interrompu. Chelsea a ri et j'ai souri, regardant la rougeur de Mandy virer au cramoisi.
Chelsea, Alex et moi avons discuté encore quelques minutes, puis j'ai raccroché. Pour une raison quelconque, Amanda et moi nous sommes bien entendus et elle n'a jamais quitté ma caravane. Les 2 mois suivants ont filé. Amanda a insisté pour dire que puisque je lui offrais un logement, elle fournirait la nourriture et l'alcool. Il s'est avéré qu'elle était une excellente cuisinière et nous nous entendions à merveille. Nous sommes devenus de très bons amis, mais rien de plus. À la fin de février, il était temps pour moi de remonter vers le nord. Je ne voulais pas passer l'été à Key West et j'étais prêt pour un paysage différent. Lors d'une de ces journées de congé, Mandy et moi étions allongés près de la piscine en sirotant des margaritas. J'ai finalement pris ma décision et j'ai décidé de lui dire que je devais avancer. J'ai rempli nos verres et dit, « Mandy, je ne sais pas comment te dire ça autrement que de te le dire franchement. Il est temps pour moi de partir. Je ne veux pas passer l'été ici et je veux revoir mes enfants. Tu m'as aidé à guérir et j'ai apprécié notre temps ensemble, mais… » J'ai vu les yeux d'Amanda se voiler légèrement. Il y avait un tremblement dans sa voix quand elle a dit « J'attendais cela. Je savais que tu voulais remonter vers le nord quand il ferait plus chaud. Je ne sais vraiment pas quoi faire. J'en ai marre de travailler au bar, mais il n'y a rien d'autre pour moi ici. J'ai un peu d'économie. Je pense que je vais postuler et prendre le bus pour rentrer chez moi. Peut-être que je trouverai quelque chose là-bas. La saison touristique arrive et de nombreux endroits à Branson embauchent pour l'été. Mes parents habitent à quelques miles de la ville, je pourrais donc rester chez eux un moment. Après le déjeuner, je suis allé au bureau du camp et je leur ai dit que je partais en fin de semaine. C'était mardi et je pensais avoir le temps de régler tous les détails d'ici là. J'espérais qu'Amanda pourrait trouver un endroit où rester pour le reste de son séjour en ville. Le lendemain, Mandy est rentrée chez elle et m'a dit qu'elle avait postulé. Elle a accepté de travailler une semaine et de former son remplaçant. Sid, lui, n'a pas voulu donner un préavis de 2 semaines. Elle a souri et a dit « Ça me ferait plaisir si tu pouvais me déposer à la gare routière quand tu auras fini samedi. » Bien sûr, tout pour l'ami de Mandy. Le vendredi soir, j'avais tout emballé et chargé dans le compartiment de voyage. Le lendemain matin, tout ce que j'avais à faire était de brancher l'électricité, l'eau et l'égout et de partir. Amanda m'a regardé faire les dernières vérifications. Puis une idée m'est venue. J'ai dit « Et Mandy, je remonte vers le nord et c'est sur mon chemin de retour vers le Missouri. En fait, ma famille habite à seulement 70 miles de Branson. Si tu n'es pas pressé d'y arriver, pourquoi ne viendrais-tu pas avec moi? J'ai prévu de m'arrêter en chemin et je ne compte pas rentrer chez moi avant mi-avril, mais si tu veux partir plus tôt, tu peux. Plus on se rapprochera de chez toi, moins cher sera ton billet. Qu'est-ce que tu en dis? » Amanda m'a regardé, puis a souri. Je dis oui, merci. Je vais apprécier de voyager avec toi et ça me fera économiser de l'argent. Mais je ne pense pas rester avec toi tout le voyage car je devrais trouver un travail plus tôt. Beaucoup d'endroits commencent à embaucher en mars. J'ai décidé d'aller sur la côte ouest de la Floride. Quand je suis arrivé à Fort Myers, je suis resté une semaine, et Mandy et moi avons apprécié de nous allonger sur la plage, de nager dans le golfe et de nous détendre. Elle était très spéciale. Nous semblions savoir ce que l'autre pensait, et nous aimions faire presque les mêmes choses. Un soir, nous étions dans un petit dîner de plage qui servait d'excellentes crevettes. Nous avons bu quelques pichets de bière et mangé une tonne de crevettes. La majorité des clients étaient jeunes et semblaient mal prendre les quelques personnes âgées comme Mandy et moi. À plusieurs reprises, un jeune homme de la table à côté s'est approché pour demander à Mandy de danser. Elle a toujours poliment décliné, mais à chaque refus, la colère montait. Nous avons entendu plusieurs commentaires la traitant de séductrice et moi de vieux con. Nous avons décidé de partir et sommes allés aux toilettes avant de le faire. En sortant des toilettes, j'ai entendu du grabuge dans les toilettes des femmes. Mandy était introuvable, puis j'ai entendu « sa voix, sa voix, sa voix, sa voix, non, connard, dégage et laisse-moi tranquille. Je t'ai dit, je ne veux pas danser avec toi. Écoute, ma chérie, tu es une vraie femme et je veux danser avec toi. Allez, quand on aura fini de danser,
Si tu veux toujours être avec ce vieux schnock avec qui tu es maintenant, tu pourras le retrouver. On est en vacances de printemps et on est là pour s'amuser, alors allons-y. La porte des toilettes des femmes s'ouvrit et l'un des voyous qui harcelait Mandy en sortit, traînant une Amanda en pleurs derrière lui. Il m'aperçut et sourit. Mandy me regarda avec crainte. Je ne dis rien. Je fis un demi-pas vers le voyou et lui donnai un coup de pied. Il lâcha la main d'Amanda et se pencha en avant. Je tirai rapidement Mandy vers la porte. Nous étions presque arrivés quand l'un des hommes à la table nous vit. Il se leva et dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Je croyais que Joe était parti après cette garce. Les deux autres se dirigèrent vers le couloir où se trouvaient les toilettes. Je pressai le pas et sortis Amanda par la porte. Dès qu'elle se referma, j'entendis un cri. Nous nous précipitâmes dans le camion et je sortis en trombe. Nous étions déjà à quelques mètres de la route quand la porte du bar s'ouvrit et 3 jeunes hommes en sortirent. Ils restèrent là à nous regarder partir. Amanda pleurait en silence. Je tendis la main vers elle et la serrai sur la console un instant. Il nous fallut 10 minutes pour arriver à notre parking. J'installai Amanda dans la caravane et la pris dans mes bras. Elle tremblait et pleurait alors je la guidai doucement vers mon lit. Je la fis asseoir et lui enlevai ses chaussures avant de la coucher sur le dos. J'enlevai mes chaussures et montai dans le lit pour la câliner. Nous nous endormîmes tous les deux. Je me réveillai une fois dans la nuit pour aller aux toilettes. Ensuite, je me rendis à l'avant de la caravane et fis le lit d'Amanda. C'est là que j'ai passé le reste de la nuit. Le lendemain matin, Amanda me réveilla alors que nous préparions le café. « Steve, merci pour hier soir. Je sais que tu es resté un moment dans le lit en me tenant dans tes bras. Pourquoi es-tu parti? Je ne voulais pas te chasser du lit. Mandy, j'avais besoin d'aller aux toilettes et tu n'avais pas besoin qu'un vieux te drague après ce que tu as vécu hier soir. J'ai pensé que ce serait mieux pour nous deux si je mettais fin à la nuit ici. Tu ne m'as pas agressé. Je sais que tu ne ferais jamais quelque chose comme ça. Pourquoi ai-je même pensé? » Elle regarda mon érection matinale qui déformait mon pantalon et rougit légèrement, puis continua « Je sais que tu ne ferais jamais quelque chose que je ne veux pas. » Amanda finit son café en silence et me regarda. « Steve, c'est fini. Je veux rentrer chez moi. Je pense que si tu me conduis à la gare routière, je te laisserai ici. » Eh bien, je peux le faire si tu veux, mais je pense que je suis prêt à avancer aussi. Pourquoi ne pas tout simplement tout ranger et partir? Si je trouve un endroit où je veux rester, je te conduirai à la gare routière. Ça te fera économiser plus d'argent et ça ne me coûtera certainement rien, puisque je continuerai à brûler du carburant pour continuer à conduire. Amanda sourit et hocha la tête en signe d'accord. D'accord, si tu t'en vas vraiment, je resterai avec toi jusqu'à ce que tu t'arrêtes de nouveau. Mais ne pars pas à mes frais. Non, après hier soir, je suis prêt à avancer aussi. Je doute que ces abrutis nous dénoncent même s'ils connaissaient le numéro de plaque d'immatriculation du camion, mais je préfère quand même avancer. J'aurais horreur de les recroiser plus tard, ou ils pourraient nous sauter dessus tous en même temps s'ils se sentaient vengeurs. J'avais prévu d'aller à Bradenton ou Clearwater dans quelques jours. Mandy m'a souri de son sourire éclatant et m'a serré fort dans ses bras. « Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour nous aider à reprendre la route, patron ?» Je lui ai confié quelques tâches plus légères, puis je me suis mis à préparer le camion pour le départ. Étrangement, j'avais hâte de rentrer chez moi dans le Missouri. J'avais vu de beaux paysages, rencontré des gens formidables et pris des vacances, mais j'étais prêt à retrouver ma routine. J'étais fatigué de ma vie oisive et prêt à relever un défi, à être productif. Ce qui m'a surpris, cependant, c'est que je ne voulais pas retourner dans ma ville natale pour faire des affaires. À la pensée de Rose et de visiter les endroits où nous étions allés, mon âme souffrait toujours. En roulant sur la route, Mandy et moi avons commencé à parler de chez nous. Elle m'a dit que ses parents avaient un grand terrain au bord d'un lac. À l'extérieur de Hollister, Missouri, une petite ville au sud de Branson, elle se remémorait son enfance et les bons moments passés au lac et à courir dans les collines. Sa description m'a rappelé la propriété que j'avais héritée de ma femme après sa mort. C'était un peu moins de 26 acres et c'était au bord d'un lac près de Hollister. Elle l'avait hérité de ses parents à leur décès.
C'était le grand-père maternel jusqu'à sa mort. C'était tout ce qui restait d'une ferme assez importante que le gouvernement avait prise lorsque le lac a été construit. Il avait conservé la propriété de ce petit terrain et y avait autrefois tenu un camp de pêche. En approchant de la sortie pour Bradenton, j'ai maintenu ma trajectoire vers le nord. En passant un par un les rampes de sortie pour Clearwater, Mandy m'a regardé. Je l'ai vu réfléchir à plusieurs aires de stationnement pour camping-car qui m'auraient normalement incité à m'arrêter et à flâner. Finalement, elle s'est tournée vers moi et a demandé « Steve, pourquoi continuons-nous à rouler ? Je pensais que tu avais prévu de rester dans ce quartier un moment. » Tu sais, Mandy, j'ai décidé ce matin que j'en avais assez de la Floride et que je voulais rentrer chez moi. Le temps est agréable ici à cette période de l'année, mais je crois que j'ai déjà fait un pas en arrière et guéri. Quand tu parles de chez toi, du lac et des collines, j'ai le mal du pays. Je pense que je vais simplement retourner au Missouri, du moins pour l'été. Je peux te déposer à la gare routière si tu veux, mais puisque je rentre chez moi, autant venir avec moi. On rentrera presque aussi vite qu'en bus, et ce sera bien plus pratique pour toi. Es-tu sûr, Steve? Tu ne fais pas ça juste pour moi, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas que tu le fasses. J'apprécie toute l'aide que tu m'as apportée, et le voyage en particulier, mais je ne veux pas gâcher le voyage pour toi. Non. Pendant que tu parlais, je me suis souvenu d'un petit terrain que ma femme et moi, possédons, au bord d'un lac près de Hollister. Cela fait des années que je n'y suis pas allé. Ma femme l'a hérité de sa famille, et je suppose que c'est maintenant le mien. Il y avait autrefois un camp de pêche ou une station là-bas. Je pense que je vais le retrouver et voir de quoi il en retourne. Je pourrais simplement y amener ma voiture et rester un moment. Fin de la première partie. La deuxième partie de l'histoire sera publiée dans quelques heures.